vasculaire, coquille des crânes. Bonjour à tous. Merci à Frédéric, Stéphane et Marc pour les organisateurs pour l'organisation de ce beau congrès. Merci pour l'invitation. Donc ils m'ont demandé de parler des ESV à craindre chez le patient sportif. Donc quand j'ai eu à préparer ce topo, je me suis posé la question, mais pourquoi le sportif? Bon, certes, c'est le congrès du cœur et sport. Bon. Mais bon, moi, mon créneau, c'est plutôt le vieux bedonnant, habituellement. Donc le sportif, qu'est-ce qu'il a comme particularité au niveau de ses extrasystoles ventriculaires? Tout d'abord, il y a le côté émotionnel qui est un côté émotionnel fort. De voir un jeune athlète faire une mort subite. Et donc la question que se pose le cardiologue quand il a un patient, un sportif devant lui, est-ce que ce patient est un Marc-Vivien Foé, un MVF en puissance, Vivien Foé qui est mort subitement dans un stade à Lyon en plein match. Donc ça, c'est le côté émotionnel qui joue beaucoup. Alors, pourquoi est-ce que c'est licite de se poser la question? C'est probablement parce que la mort subite à l'état basal, c'est-à-dire hors dépistage, l'athlète a un risque relatif 2,5 fois supérieur de faire une mort subite par rapport au non-athlète. Alors pourquoi? Est-ce que c'est le cœur du sportif en lui-même qui a des particularités anatomiques et ou électrophysiologiques qui le rendent arythmogène en soi? Est-ce que ce risque supérieur est lié à l'activité physique intensive et est-ce que celle-ci est arythmogène en soi? Ou est-ce que tout simplement l'arythmie ventriculaire maligne n'est que la rencontre entre le sportif et sa cardiopathie? Alors on va voir ça. Le cœur de sportif a-t-il des particularités anatomiques ou électrophysiologiques? Il faut savoir que c'est un cœur, a priori, à l'état basal, on va dire, qu'on considère comme normal, mais il est soumis à des contraintes très importantes qu'on pourrait qualifier d'anormales ou en tout cas plus ou moins extra-physiologiques, supraphysiologiques. Il est confronté à la tachycardie, donc là on a les contraintes à gauche et les effets potentiels à droite. La tachycardie, éventuellement ischémie fonctionnelle et tachycardiomyopathie, tout ça c'est que des risques, des effets potentiels, donc ça reste de la théorie, hein. Bien sûr c'est pas forcément tout le temps le cas. Les conditions de charge qui entraînent un étirement intercellulaire, les catécholamines sécrétées pendant l'effort, des micronécroses, un haut débit sanguin, des lésions endothéliales, inflammation chronique, foyer de fibrose, hypercoagulabilité. Tous ces effets potentiels ont-ils une action sur le cœur, sur un cœur initialement sain? Alors, est-ce que ce cœur d'athlète va devenir anormal ou est-ce qu'il va devenir adaptatif? On sait très bien que le cœur d'athlète se transforme sous l'effet de l'effort et effectivement une augmentation des volumes ventriculaires, une hypertrophie plus ou moins chez un certain nombre d'athlètes, une augmentation du volume éjectionnel et une augmentation de la taille des oreillettes. Ça, ce sont des effets qui sont prouvés. Est-ce que ça, c'est physiologique ou est-ce que ça devient anormal? Quelle est la frontière? Alors, pour dire que le cœur d'athlète devient anormal, on a potentiellement quelques études, mais qui sont, vous allez voir, relativement rares. Ici, ça, c'est une étude qui est chez le rat hyper entraîné. Donc, c'est pas l'homme, hein. Le rat hyper entraîné, après 16 semaines, développe des petits foyers de fibrose au sein du muscle cardiaque, avec, en rapport avec ces micro-foyers de fibrose, une tendance à l'hyperexcitabilité ventriculaire. Qu'en est-il chez l'homme? Chez l'homme, très peu d'études pour affirmer avec certitude que le cœur de l'athlète devient anormal avec l'entraînement. On a cette étude d'une équipe australienne qui a qui chez des sportifs qui développaient des arythmies ventriculaires droites complexes, comme ça peut arriver, pour lesquels on posait un diagnostic certain ou probable de DAVD,
en fait, la mutation génétique desmosomale, alors qu'on attendrait, dans ce genre de population, on s'attendrait à avoir entre 27 et 52% de mutations génétiques chez ces patients, finalement, on n'en retrouve que 13%, avec donc peut-être un facteur qui serait peut-être le sport qui entraînerait une cardiopathie, éventuellement des AVD-like. Une autre étude qui a montré qu'on avait chez les sportifs vétérans versus des témoins une élévation des marqueurs de fibrose, qui sont globalement des marqueurs qui sont liés au collagène, mais c'est quelque chose qui est extrêmement indirect. Donc ça c'est au niveau ventriculaire. Ce qu'on sait plus et ce qui a été plus montré, c'est quand même au niveau, le remodelage au niveau atrial. On sait que l'oreillette du sportif se dilate et peut devenir pathologique avec un risque de fibrillation atriale qui est 5 fois supérieur. Mais ça, c'est que au niveau atrial. Donc au niveau ventriculaire, finalement, on n'a vraiment pas de certitude. Le point suivant, c'est est-ce que l'activité physique intensive est-elle arythmogène en soi? Là, clairement, on peut potentiellement répondre oui. Ici, c'est le triangle de Koumel qu'on utilise beaucoup en rythmologie, en tout cas, ce qui reste vrai, avec un triangle qui comprend le substrat rythmogène, donc notamment les foyers de fibrose, le trigger, les extrasystoles et les facteurs modulants. Et donc tous ces facteurs modulants sont neuro-humoraux avec le tonus sympathique, parasympathique, neuro-hormonaux, électrolytiques et métaboliques avec de l'ischémie et de l'acidose. Et en fait, on se rend compte que tous ces facteurs modulants, typiquement, c'est l'effort, quoi. Hein, c'est tout ce qu'on retrouve au cours de l'effort. Alors, est-ce que la pratique de l'effort, est-ce qu'on a plus de morts subites à l'effort? Globalement, chez les sportifs, quand ils doivent mourir, ils meurent à l'effort. 89% des sportifs qui font des morts subites le font à l'effort. Donc soit pendant l'effort, soit après l'effort. Vous allez me dire, un sportif, quand il est vraiment sportif, il est toujours pendant ou après un effort, certes. Mais quand on s'adresse à une population non sportive, on s'aperçoit que finalement, l'effort est un facteur majeur de mort subite, c'est-à-dire que l'effort est 74, on a 74 fois plus de morts subites à l'effort chez le sédentaire et 11 fois plus le risque est 11 fois plus élevé chez le sportif entraîné. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'effort, bien entendu, je ne pense pas que ce soit le message du congrès. Alors, probablement oui, effectivement, l'arythmie n'est que probablement la rencontre entre le sportif et sa cardiopathie, favorisée par l'effort, et on s'aperçoit qu'effectivement, quand on fait du dépistage de cardiopathie, en fait, on améliore très fortement le nombre de morts subites qui vont arriver à l'effort, tout ça en ayant fait un dépistage chez les sportifs. Donc clairement, les sportifs, il faut, je pense, les dépister. Même si, a priori, également, on n'amènera jamais le chiffre des morts subites du sportif à 0. Pourquoi? Parce que bien qu'il y ait que les arythmies ventriculaires soient la plupart du temps sous-tendues par une cardiopathie, ici c'est l'étude bien connue de Maron qui montrait que les morts subites aux États-Unis c'était principalement dû aux cardiomyopathies hypertrophiques, un peu aux cardiopathies, aux coronaropathies, éventuellement aux dysplasies arythmogènes du ventricule droit, mais enfin, la plupart du temps, on a une cardiopathie qui est potentiellement dépistable sous-jacente. On n'aura jamais 0 parce que probablement, effectivement, les myocardites sont par définition non dépistables, ce sont des événements souvent aigus. Les ruptures aortiques, c'est difficile à dépister, les cœurs normaux également. Ça, c'est la série des Européens, des Italiens plutôt, et qui montrait que les morts subites étaient principalement dues à l'effort chez l'athlète à la dysplasie du ventricule droit en Europe. Alors, partant de ce constat, on doit pouvoir, avec le dépistage, dépister la majorité des anomalies arythmogènes chez le sportif. Les ESV sont clairement un point d'appel fréquent pour détecter une cardiopathie sous-jacente.
est-ce qu'elles ont une valeur pronostique péjorative et quelles sont celles qui sont suspectes ou pas. On va tenter de répondre à ça maintenant. La valeur pronostique des extrasystoles ventriculaires. Les extrasystoles ventriculaires, c'est extrêmement fréquent comme anomalie. On en a isolé entre 15 et 43% des épreuves d'effort. Même les polymorphes et répétitives peuvent rentrer dans la normalité, puisqu'on a 2,5% avant 35 ans et 6,7% après 35 ans. Elles sont donc habituellement considérées comme bénignes et on dispose d'une littérature abondante et parfois contradictoire sur le sujet. Concernant la valeur pronostique des extrasystoles ventriculaires d'une façon générale, les études ont tendance à montrer que sur le long terme, d'avoir des extrasystoles ventriculaires, c'est plutôt un facteur péjoratif, comme vous pouvez le voir ici. Donc ici, ce sont les patients les patients qui meurent le moins sont ceux qui n'ont pas de cardiopathie et qui n'ont pas d'extrasystole d'effort, et ceux qui meurent le plus sur un cycle de 8 ans, ce sont ceux qui ont une cardiopathie et des extrasystoles d'effort. Ici, de la même façon, les patients qui ont des extrasystoles ventriculaires à l'effort ont un pronostic sur le long cours qui est plutôt péjoratif. Donc surtout si renforcement à l'effort, et bien sûr ça nécessite une surveillance sur le long terme. À noter cependant dans cette étude que finalement, quand on prend la case mort subite, les gens qui ont beaucoup d'extrasystoles ventriculaires à l'effort, finalement font pas plus de mort subite que les autres. Alors qu'en est-il chez l'athlète? Les ESV de l'athlète, le cœur d'athlète peut être générateur en lui-même d'extrasystoles ventriculaires. Et la preuve en est, c'est qu'en déconditionnant un certain nombre d'athlètes, une population de 70 patients qui avaient des extrasystoles ventriculaires, on va dire les 3/4 ont une réversibilité partielle ou complète de leur extrasystolie ventriculaire. Seulement 1/4 n'ont pas de réversibilité. Et dans ces populations-là, le fait d'avoir une réversibilité complète des extrasystoles ventriculaires, eh ben, c'est associé à quasiment 100%, dans 100% des cas à l'absence de cardiopathie sous-jacente. Et quand on a une réversibilité partielle, on a la plupart du temps une absence d'anomalie sous-jacente. Alors, les ESV en elles-mêmes, leurs critères de bénignité, malignité. Le facteur prédictif numéro 1 est clairement l'absence de cardiopathie sous-jacente, qu'on doit écarter par un électrocardiogramme, une échographie. Je pense que la place de l'IRM, personnellement, sans offusquer mes collègues échographistes, est très importante parce qu'il arrive très fréquemment quand même qu'on dépiste des anomalies de fibrose, des anomalies fibrotiques intramyocardiques et qu'il est extrêmement difficile de dépister uniquement en échographie. Il faut également écarter l'absence de cardiopathie droite, ce qui est tout de même plus difficile à faire chez les patients, chez les athlètes, puisqu'en général ils ont un ventricule droit qui se dilate. Donc il y a des formes frontières avec les dysplasies arythmogènes du VD qui sont difficiles à distinguer. Clairement, la clinique est très importante, notamment l'absence d'antécédents, l'absence ou l'existence d'antécédents familiaux de mort subite et les antécédents personnels de syncope. L'analyse électrocardiographique de l'électrocardiogramme de surface doit vous attirer vers le dépistage d'une cardiopathie associée, donc les anomalies associées, ECG associées, peuvent dépister les dysplasies du VD et les cardiopathies hypertrophiques. Les extrasystoles ventriculaires qui sont rassurantes sont les ESV qui sont monomorphes, avec à l'analyse morphologique celles qui sont fines, inférieures à 160 millisecondes, et qui sont en général très voltées en D2, D3, VF, et qui correspondent en général, ces extrasystoles-là, qui sont des extrasystoles qui viennent de l'infundibulum du ventricule droit, sont la plupart du temps considérées et sont en général bénignes. Donc vous voyez, on dit qu'elles sont très voltées en D2, D3, VF, on dit qu'elles sont fines et élégantes.
elles ont une transition en V1, V2 ou V3 pour la plupart. Et donc ces extrasystoles-là sont quotidiennes, facilement détectables et surviennent sur cœur sain. Elles sont à différencier, donc on doit faire absolument le diagnostic différentiel avec la dysplasie du ventricule droit. Sur l'électrocardiogramme de surface, clairement la dysplasie du ventricule droit peut donner ce genre d'anomalie avec un empattement de la portion distale du QRS dans les dérivations précordiales droites et une onde T négative dans le précordium. Les extrasystoles ventriculaires de l'ADAVD, vous voyez ici l'extrasystole ventriculaire bénigne dont je vous parlais tout à l'heure, qui est fine et élégante. L'extrasystole de la DAVD est beaucoup moins fine, beaucoup moins élégante. Elle est crochetée, vous voyez, en D2, D3, VF. On voit un crochetage dans l'extrasystole ventriculaire. Et donc là, on ne peut pas dire qu'on se situe clairement dans le même cadre nosologique. La dysplasie du VD donne des tachycardies ventriculaires à type de retard gauche. Et vous voyez qu'elle est négative en D2, D3, VF. On peut avoir bien sûr des tachycardies qui viennent de l'infundibulum pulmonaire dans les dysplasies du ventricule droit, et c'est là que le diagnostic devient difficile. La deuxième type des tachycardies, je ne vais pas vous en parler plus que ça parce que ce sont des TV fasciculaires, donc c'est des TV qui surviennent sur cœur sain et qui viennent des branches de la branche gauche, de l'hémibranche antérieure ou de l'hémibranche postérieure gauche, qui donnent des tachycardies ventriculaires à type de retard droit et qui sont également très fines puisqu'elles viennent d'une région proche du septum et qui sont proches des voies de conduction normales. Elles sont sensibles en général, elles sont déclenchées à l'effort, elles sont sensibles aux inhibiteurs calciques et il n'y a pas de cardiopathie sous-jacente. Les cardiopathies clairement qu'il faut dépister et qui vont donner des extrasystoles ventriculaires et des arythmies ventriculaires d'effort sont la cardiopathie hypertrophique. Vous connaissez bien l'électrocardiogramme de surface de la cardiopathie hypertrophique. Qui ne donnent pas d'extrasystole de morphologie particulière, mais qui ont une fâcheuse tendance tout de même à donner des arythmies ventriculaires sur le holter des 24 heures. Le QT long est notamment le